Donc, premièrement, j'aimerais donner le droit de parole à M. Chrétien, Mme Blais et M. Johnson. Et après, j'irai vers M. Johnson et Mme Blais. Et après, je passerai au prénom, si vous me le permettez, pour nous présenter un état des lieux en 10 minutes environ. Je vous écoute. Merci beaucoup, Laurence, de cette aimable présentation. C'est un grand plaisir pour moi de revenir au CIRIAM après une absence d'une quinzaine d'années. Je vois que le CIRIAM s'est développé considérablement. Mes plus sincères félicitations. Je suis aussi très heureux de participer à cette conférence avec Louise Blais, ici, qui a travaillé avec moi à Washington quand j'étais ambassadeur de 1994 à l'an 2000. Je pense qu'elle a fait du bon travail à Washington et a eu par la suite une très belle carrière. Aussi très heureux de partager cette tribune avec Pierre-Marc Johnson, que j'ai toujours apprécié. Il a toujours été effectivement un internationaliste. Alors, et on a l'occasion de causer souvent ça, surtout que nous habitons le même immeuble à Montréal. Alors, écoutez, je vais essayer en 10 minutes de vous donner une espèce d'aperçu de comment je vois la situation présentement. Je vais le faire en abordant trois sujets principaux. D'abord, le contexte géopolitique mondial qui sert de table de fond aux élections américaines elles-mêmes. Vous allez peut-être être un peu sur... Oui. Ensuite, les élections américaines elles-mêmes et j'y consacre un peu moins de temps parce que je sais que Pierre-Marc et Louise auront beaucoup de choses à dire. Mais mon dernier point, le troisième, sera le plus important. Qu'est-ce que cette élection signifie pour le Canada? Qu'est-ce que nous devrions faire pour nous y préparer? D'abord, le contexte géopolitique mondial. Il est imprévisible, il est dangereux. Cette élection a lieu en une ère de changement majeur sur la scène internationale. Laissez-moi vous mentionner seulement quelques faits. D'abord, la conjoncture internationale et la gouvernance mondiale dans lesquelles nous vivons depuis 1945 sont vraiment mises au défi par un certain nombre de pays, notamment la Chine et la Russie. Ensuite, deuxième changement majeur, les changements climatiques, la crise existentielle de notre époque. Déjà, on voit les conséquences majeures qu'elle provoque sur la planète. Troisième point, l'intelligence artificielle qui change radicalement notre mode de vie. Déjà, dans les cabinets d'avocats, on le fait, on le suit. J'imagine que ça doit être la même chose un petit peu à l'université. Quatrième point, le droit international, ça va intéresser nos amis de la faculté de droit, est de moins en moins respecté, surtout dans les conflits militaires. Les Nations unies qui sont déjà affaiblies, et où se fait le droit international, n'y peuvent pas grand-chose. Il y a aussi trois grands conflits qui font présentement rage dans le monde. Bien sûr, celui entre Israël, Hamas, Hezbollah, et qui s'étend maintenant au Liban et à l'Iran. C'est un conflit qui risque d'embraser l'ensemble du Moyen-Orient à tout moment. Il y a aussi le conflit, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre a déjà coûté la vie à des centaines de milliers de personnes, sans fin en vue, et où, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la rhétorique nucléaire est de plus en plus forte et menaçante et se fait entendre de plus en plus souvent dans la bouche même du président Poutine. La troisième guerre, on en parle moins, c'est celle du Soudan, une guerre civile qui a coûté la vie déjà à des centaines de milliers de personnes et qui menace de la pire famine depuis 1968, non seulement le Soudan, mais aussi l'Éthiopie voisine. Finalement, la tension grandissante entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et entre la Chine et Taïwan. Cette confluence de crises majeures m'inquiète beaucoup. En fait, au moment où nous avons cette conférence, je vous disais que je suis plus inquiet que jamais depuis la crise de Cuba de 1962. Rappelez-vous, pour ceux qui sont assez âgés pour s'en souvenir ou qui ont une bonne mémoire, le conflit entre les États-Unis et l'ex-Union soviétique au sujet du stockage d'armes nucléaires russes à Cuba. Le monde est venu à un fil d'un embrasement potentiellement nucléaire. Et il y a toutes sortes de crises depuis, mais jamais aussi dangereuses que celle de Cuba en 1962. Sauf que maintenant, la confluence de crises m'amène à croire qu'on est presque rendu au même moment. Je mentionne ces points parce qu'ils sont importants dans le contexte de l'élection américaine. On en parle moins dans les débats, mais il reste que ces guerres, notamment, seraient gérées fort différemment par une présidente Harris que par un président Trump. Alors, on pourrait y revenir, si vous voulez, pendant la période des questions, mais j'ai pensé commencer de cette façon-là. Maintenant, mon deuxième point principal, quelques commentaires personnels sur l'élection. Comme vous savez, il y a à peu près 75 élections nationales majeures, étatiques, qui ont lieu cette année, en 2024. Et de toutes ces élections, il y en a une qui est suivie par l'ensemble de la planète, c'est celle qui se passe aux États-Unis présentement. Elle est d'une grande importance, non seulement pour les Américains eux-mêmes, mais aussi pour les autres pays de la planète et surtout pour nous, Canadiens, qui partageons une très longue frontière avec eux.
et qui sommes des alliés de toujours. Il s'agit de la campagne, elle est vicieuse, elle est brutale, elle est ternie par toutes sortes d'insultes de part et d'autre, et aussi par, quand même, il ne faut pas l'oublier, deux tentatives d'assassinat sur Donald Trump. Personne, je ne vais pas vous prédire aujourd'hui qui va gagner, personne ne le sait. Je pense qu'on devra attendre au 5 novembre. Tout va rester incertain jusqu'à ce moment-là. Et la décision ultime va dépendre non pas de l'électorat dans son ensemble, mais du collège électoral où celui ou celle qui aura 270 votes et plus pourra l'emporter. Pour ceux qui ont regardé les débats cet été, tout a changé lors du premier débat entre Biden et Trump. Je me rappelle très bien, au bout de 3 minutes, je me suis dit, ça n'a pas de sens, cet homme, Biden, ne peut pas continuer. Déjà, il donnait des signes très évidents d'une détérioration qu'on n'avait pas vue de façon aussi évidente. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé lui-même, j'imagine après quelques pressions de la part de ses amis, de céder sa place à Kamala Harris comme candidate démocrate à l'élection. Et maintenant, les Américains ont un choix vraiment réel. D'un côté, Donald Trump, 78 ans. Je ne veux pas être accusé d'âgisme ici, Laurence, mais je pense que, comme je suis pas mal plus vieux que Trump, je peux me permettre de faire ce commentaire-là. Donc, 78 ans, c'est vieux, mais c'est pas trop vieux. Il est fier de ce qu'il a accompli lorsqu'il était président. Et de l'autre côté, vous avez Kamala Harris, 59 ans, une femme articulée, toujours souriante, contrairement à Trump qui est toujours bougon, qui est vraiment tournée vers l'avenir et qui a ajouté définitivement une nouvelle énergie à cette élection. Mais la question que je me pose, la question essentielle, est-ce que Mme Harris, est-ce que Kamala Harris peut arriver à convaincre les Américains qu'elle est dissociée du bilan de l'administration Biden auquel elle a participé pendant les 3 dernières années et demie? Question importante pour laquelle il n'y a pas de réponse. Mme Harris, à mon avis, est vulnérable sur deux points. L'économie, c'est quand même étonnant parce que l'économie américaine est forte ces jours-ci, mais il semble que les Américains ne croient pas que leur situation personnelle est meilleure maintenant qu'elle l'était lors de l'administration Trump. Alors ça, je pense que c'est étonnant, mais c'est comme ça. Ils se sentent encore... ils ont perdu des acquis pendant la COVID, pendant la période de forte inflation, et ils se sentent coincés dans leurs finances personnelles. La deuxième grande question pour laquelle Mme Harris est vulnérable, c'est celle de l'immigration. Le problème de l'immigration demeure absolument énorme pour l'électorat américain, surtout en vue des entrées illégales aux États-Unis de millions de personnes au cours des quelques dernières années. Au bout de compte, les deux candidats n'ont pas été très précis jusqu'à maintenant dans les politiques qu'ils entendraient suivre une fois au pouvoir. Ils s'arrêtent encore de part et d'autre sur des problèmes de personnalité. Ils s'attaquent durement et se lancent des injures constamment. On le voit surtout de la part de M. Trump, c'est à peu près chaque jour de la semaine. Donc, ce sera aux Américains eux-mêmes à décider qui des deux, Trump ou Harris, devrait les diriger de 2025 à 2029. Nous, Canadiens, le Canada va composer avec leur choix. Je pense qu'on y est toujours arrivé par le passé. On pourrait y arriver que ce soit Harris ou Trump. La troisième partie, la plus importante, quels sont les enjeux pour le Canada? Ils sont très importants. La relation multidimensionnelle et totalement asymétrique que nous avons avec les États-Unis demeure de loin la relation diplomatique, commerciale et économique la plus importante pour le Canada. Elle a un impact sur absolument tout ce que nous faisons. Quelques exemples. Notre niveau de vie, notre qualité de vie dépendent beaucoup de notre relation commerciale avec eux. Approximativement, maintenant, 77 de nos exportations sont dirigées vers le marché américain. Notre frontière est la plus longue entre deux pays de la planète. Elle est franchie par plus de 300 000 personnes chaque jour de l'année. Leur influence culturelle sur nous est un peu comme un tsunami. Nous regardons leur télévision, nous regardons leurs films, leur sport, etc. C'est omniprésent. Et au cours de cette campagne électorale, le Canada doit adopter une attitude prudente, low-key, profil bas. Ce n'est pas le moment de faire des flamèches. Cela dit, nous avons une équipe Canada en place pour faire face à cette période électorale. Elle est composée de Kirsten Hillman, notre ambassadrice à Washington, et aussi de François-Philippe Champagne et Mme Ng, deux ministres du gouvernement actuel à Ottawa. Ils visitent les villes importantes, ils rencontrent gouverneurs, sénateurs, et surtout, ils cherchent à identifier ceux et celles qui seront appelés à être des conseillers importants
pour l'un et l'autre de ces deux candidats, de façon à établir rapidement une bonne relation, un bon contact avec eux. C'est une approche qui est absolument non partisane. Mme Hillman est allée aux deux conventions politiques, démocrates et républicains, ce que je faisais autrefois, il y a une trentaine d'années à Washington. Ils expliquent nos intérêts, ils expliquent surtout comment cette relation est importante, non seulement pour nous, mais pour eux. Leur rappelant, notamment, que pour 33-35 des États américains, le Canada est leur principal marché d'exportation. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. Que pouvons-nous faire de plus? Quelle devrait être la stratégie du Canada pour transiger avec le gouvernement américain qui sera en place en janvier prochain? Quand je regarde ma boule de cristal, voici ce à quoi il faut s'attendre, à mon avis, au cours des prochaines années. Au niveau commercial, d'abord, un plus haut niveau de protectionnisme, que ce soit Harris ou Trump. Mais Trump a déjà parlé de tarifs de 10 sur toutes les importations qui viennent de partout dans le monde aux États-Unis. Un bel exemple de sa position à lui. La révision du CUSMA, le vieil ALENA, qui aura lieu en 2026. Ce ne sera pas facile, comme ça n'a pas été facile pour la renégociation de l'ALENA même. Pierre-Marc et moi avons été impliqués un peu là-dedans, moi pour le gouvernement du Québec, lui aussi, je pense. Alors, ça ne sera pas facile, et ce n'est jamais facile, parce que là, c'est une négociation qui devrait durer 6 mois, dure 2 ou 3 ans. Mais je suis absolument content que pour ce que j'appelle, moi, les irritants commerciaux, on est habitué à composer avec les Américains. On finit toujours par les régler. C'est difficile, c'est pénible. Il y en a un dont je m'occupe pas encore personnellement, c'est celui sur le bois d'œuvre. Pierre-Marc s'en a déjà occupé autrefois. Ça continue, c'est éternel, mais on finit toujours par trouver des solutions. Mais il y a, à mon avis, 5 nouveaux dossiers dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont beaucoup plus importants que par le passé. Je vais vous les mentionner l'un après l'autre et y revenir quelques-uns. D'abord, la sécurité et défense. Deuxième, le dossier de l'Arctique. Troisième, le dossier des minéraux critiques. Quatrième, ça va vous surprendre, le dossier de l'eau potable. Cinquième, un dossier qui n'était pas sur notre radar par le passé, celui de l'immigration. Rapidement. Sécurité-défense. Les pressions sur le Canada afin d'accroître sa participation dans la sécurité et la défense de l'Amérique du Nord et de l'OTAN vont être beaucoup plus intenses. Nous serons sujets à des rappels que le Canada est l'un des seuls pays de l'OTAN qui n'a pas encore atteint le seuil de 2 de son produit national brut pour les fins de la défense, des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'était le cas, même quand j'étais là, en 1994, 15, 16, sous Clinton, un des principaux reproches qu'on faisait au Canada était celui-là. Pourquoi laissez-vous votre armée passer de 85 000 à 75 000 à 65 000? C'était le cas il y a 30 ans. Ça va être beaucoup plus intense au cours des prochaines années, en fonction surtout des dangers qui menacent la planète maintenant. Deuxième dossier, l'Arctique. Dans cette ère pendant laquelle la Russie et la Chine portent une plus grande attention à cette région, nous, Canadiens, nous avons laissé l'Arctique sans protection, sans défense. Le Canada aurait beaucoup de difficultés à protéger le Nord et à y défendre notre souveraineté en cas d'une attaque russe, par exemple. Depuis trop longtemps, la succession des gouvernements d'Ottawa, encore une fois un commentaire non partisan, a pris pour acquis que les États-Unis viendraient à la défense du Canada si la sécurité était menacée. C'était le cas, mais ce n'est plus le cas. Les Américains ne veulent plus être les policiers du monde. Ils veulent surtout un meilleur équilibre dans la gestion des coûts reliés à la défense de leurs alliés. Deuxième dossier, les minéraux critiques. Un dossier très important, non seulement pour le Canada, mais très important ici au Québec. Dans ce dossier, et ça, comme je suis toujours un conseiller du gouvernement du Québec en matière de politique commerciale, je constate la venue d'Américains régulièrement ici à Montréal, surtout pour le dossier des minéraux critiques. Ils en ont besoin, nous en avons beaucoup. Mais nous sommes perçus comme trop lents pour émettre les permis pour le développement de ces activités minières. Cette situation, nos lenteurs administratives, notre réglementation qui juge trop sévère, décourage les investisseurs américains. Troisième, et ça, c'est la première fois que j'en parle, je le mets sur la table, ce dossier, parce qu'il n'est pas imminent, c'est celui de l'eau potable. Un autre dossier, à mon avis, au cours des prochaines années, sera celui de la politique de l'eau potable. Dans un avenir pas très lointain, à cause des changements climatiques, il y aura au moins une quinzaine d'États américains qui vont devenir à toute la pratique des déserts. Alors, l'eau potable va devenir absolument cruciale, importante. Nous, Canadiens, nous sommes les détenteurs de 20 des réserves d'eau de la planète. Et j'ai bien peur que d'ici quelques années, notre eau devienne très attrayante pour nos voisins et nos amis américains. Comment gérer ce dossier? Comment les aider sans sacrifier ce qui est pour nous
très, très importante, partie de notre DNA, la richesse en eau potable. Est-ce qu'un jour, on sera appelé à diriger des petites rivières vers les États-Unis ou à vider des lacs ici par réservoir pour les envoyer aux États-Unis? On verra. On pourrait toujours, si on veut faire comme eux, qui sont de grands capitalistes, nous contenter de leur vendre de l'eau en bouteille. Ça serait plus payant pour nous et moins dangereux. Mais je vous dis, l'eau potable à surveiller. Dernier dossier, immigration, demandeurs d'asile, réfugiés. Tout ce dossier va prendre de plus en plus d'importance dans notre relation avec les Américains. Pendant très longtemps, le Canada a été épargné par les grandes migrations qui représentent mieux dans le monde. Mais ce n'est plus le cas. Tout récemment, en juillet dernier, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu cette annonce d'une grande augmentation du nombre de réfugiés qui entrent aux États-Unis par le biais de notre frontière. Surtout ce sont des Mexicains, mais pas seulement des Indiens également, mais aussi d'autres nationalités. Le Congrès américain, inquiet de cette réalité, s'en est déjà plaint au gouvernement canadien. L'actuelle bataille entre Ottawa et Québec sur la question du nombre de demandeurs d'asile qui devraient être acceptés au pays en est un autre. Et à mon avis, il y aura beaucoup d'autres exemples du même genre au cours des prochaines années. Les réfugiés du monde, les pays les plus pauvres du Sud, marchent vers le Nord. C'est un phénomène qui sera difficile à contenir au cours des prochaines années. Je vais conclure ici, j'espère sur une note un peu plus positive, parce que je ne veux pas vous déprimer trop. J'ai eu le plaisir et l'honneur de représenter le Canada à Washington de 1994 à l'an 2000. Et lorsque j'ai quitté Washington à l'automne 2000, avant de débuter mon mandat comme ambassadeur du Canada en France, j'en étais venu à la conclusion que nous, Canadiens, nous avions beaucoup de chance quand même d'avoir comme voisins les Américains, malgré leurs défauts, malgré les difficultés de composer avec eux parfois. Beaucoup plus facile d'être voisin des Américains peut-être que des Russes ou des Chinois ou des Indiens. Quand même, les États-Unis demeurent le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Mais j'en suis bien conscient qu'ils étaient aussi très chanceux de nous avoir comme voisins, d'avoir à leur frontière nord un pays comme le Canada, un pays riche, développé, un pays plutôt paisible, qui n'a pas de problème militaire, un pays socialement très développé. Bref, toujours, malgré peut-être notre chute dans l'échelle des pays les plus admirables du monde, toujours l'un des meilleurs pays du monde. Alors, bref, la relation entre le Canada et les États-Unis est une relation win-win. Elle est gagnante pour nos deux pays. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup, Raymond Chrétien. Donc, un monde qui est en crise, ça serait difficile de le nier. Une course serrée entre Harris et Trump et le Canada qui doit quand même faire valoir ses intérêts avec 5 irritants en émergence, disons, ou qui sont nouveaux un peu dans la relation bilatérale ou davantage à l'avant, la défense, l'Arctique, les minorités critiques, l'eau potable, l'immigration, sur le long de la plus grande frontière non militarisée au monde. Vous pouvez essayer de voir s'il y en a une autre, je pense que c'est vrai, mais je vous laisse y penser. Tout en écoutant notre prochain conférencier, Pierre-Marc Johnson. Merci. D'abord, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler à des publics comme les vôtres, surtout à la période de questions. J'espère qu'il va en rester un peu de temps pour cette période de questions. La relation entre l'élection et la diplomatie canadienne et l'effet que ça peut avoir sur la diplomatie canadienne, en fait, c'est l'élection américaine et les intérêts du Canada. D'abord, il faut bien voir comment fonctionnent les États-Unis parce qu'un des deux candidats est absolument imprévisible. Les États-Unis, dans notre relation, c'est en bonne partie la dimension de défense et de sécurité, qui est une zone relativement bien contrôlée et surtout très bien structurée à cause de NORAD. Deuxièmement, c'est le Congrès américain où le Sénat joue un rôle extrêmement important. Il est important parce que, d'une part, les sénateurs sont élus pour de longues périodes, contrairement aux membres de la Chambre des représentants qui sont élus pour 2 ans et qui, le jour où ils sont élus, sont déjà en campagne électorale, donc moins disponibles à la réflexion sérieuse.
c'est le département du commerce qui possède l'univers statistique probablement le plus précis qui soit au monde et qui peut, sur un plan micro comme sur un plan macro, anticiper de situations qui touchent les intérêts américains ou non, et qui est d'une grande sensibilité aux lobbies américains, qui ont cependant l'avantage d'être publics, compte tenu de leur législation. Donc, on peut voir venir un peu. C'est le State Department, des professionnels et ce que j'appelle, moi, les fiduciaires de l'inertie de la relation entre les Américains et le Canada. Il y a tellement de dossiers, il y a 300 traités et accords entre le Canada et les États-Unis. Le State Department est parfaitement conscient, c'est une bureaucratie rigoureuse, parfois prévisible, et sûrement un endroit important au moment où il y a un changement de gouvernement, s'il devait y en avoir un. Ils connaissent à la fois les intérêts de notre présence dans le multilatéralisme, puisqu'on est de temps en temps des go-between, si vous me passez l'expression, et ils connaissent évidemment l'importance de la relation bilatérale entre le Canada et les États-Unis, à la fois sur le plan de la défense, de l'environnement, des ressources, du commerce et de tout ce qui a été évoqué avec grande expérience par Raymond. Et finalement, il y a l'univers des Canada Watchers, les universitaires, les think tanks américains, les chambres de commerce et de nombreux forums en matière d'affaires étrangères qui mettent un contenu, parfois dans des situations politiques où il n'y en a plus, où il n'y a que des émotions ou des raccourcis. Et c'est là-dessus qu'il faut compter cet ensemble complexe quant aux enjeux qui peuvent toucher le Canada et les États-Unis après une élection. Dans les zones plus certaines, donc, il y a le NORAD, il y a les manœuvres maritimes, celles de l'Arctique sont un peu plus délicates, il y a l'OTAN, et puis il y a le rôle du Canada dans la relation avec l'Europe. Ce sont des zones un peu plus certaines dans notre politique étrangère qui pourraient être peut-être moins touchées par un changement d'administration. Si on regarde les deux candidats qui sont en présence, Mme Harris représente une vision, d'ailleurs dans ses discours ou dans ses attitudes et ses comportements comme vice-présidente, de coopération, de partenariat, de recherche de diplomatie, d'alliance, une vision claire sur l'OTAN, la relation avec l'Europe, la préservation du leadership américain dans ce qui est multilatéral, les changements climatiques avec une attitude constructive à l'égard de cette menace, les droits humains, la démocratie, et en matière de sécurité nationale, une politique très claire en matière d'antiterrorisme, de cyberdéfense à l'égard de la Chine et de la Russie. Quant à l'immigration, elle est dans une zone un peu floue, comme le sont tous les décideurs américains, à l'exception de l'ancien président Trump, qui, lui, a une politique qui est marquée par des dénonciations et des projets comme celui de faire la plus grande déportation dans l'histoire américaine. Ce qui est un peu préoccupant. Quand on regarde Mme Harris, il faut aussi regarder en gros qui l'entoure. Parce qu'elle a été vice-présidente, elle a participé au processus d'élaboration de la politique étrangère américaine, qui, dans le cas de M. Biden, pour la campagne de 2020, a été marqué par un processus
dirigé par Sullivan et également le secrétaire d'État, autant que le conseiller à la Sécurité nationale, qui a impliqué 2000 personnes pour élaborer de la politique étrangère. Si on regarde du côté républicain, M. Trump, c'est America First, c'est la souveraineté avant l'engagement international, c'est une politique agressive à l'égard de la Chine, confrontationnelle, c'est la dénonciation des alliés parce qu'ils ne font pas leur effort de défense, c'est il faut écraser l'Iran, il l'a encore répété récemment, c'est le retrait des accords commerciaux dans le Pacifique, c'est le retrait de l'accord de Paris sous sa présidence en matière d'environnement ou en fait de changement climatique, je devrais dire. C'est une approche d'unilatéralisme transactionnel radical. C'est du moins son discours, qui est autour de M. Trump. À l'origine, Steve Bannon, un idéologue populiste, un des champions de l'utilisation des médias nouveaux en campagne électorale, qui sont remarquablement bien décrits dans le livre de Daim Poli, non pas Le Marche du Kremlin, mais le livre qui l'a précédé, qui s'appelle Les ingénieurs du chaos, où on utilise les médias sociaux pour envoyer des messages qui font plaisir aux clientèles, qu'on veut mobiliser sans jamais avoir un message central qui est clair. C'est le nationalisme et l'anti-mondialisation. Mais heureusement, en plus de Steve Bannon, il y a le Heritage Foundation. Je dis heureusement, un think tank conservateur, systématique dans ses raisonnements et qui a pondu ce Project 2025, le projet 2025, 950 pages, qui revoit ce que pourrait être un gouvernement républicain à partir de la Maison-Blanche, avec deux choses particulièrement préoccupantes. Un, la centralisation entre les mains du président de tout, y compris le ministère de la Justice. Et deuxièmement, d'écarter complètement les programmes qui visent à faire la transition énergétique et favoriser à nouveau l'industrie du pétrole. C'est les deux avec qui on a affaire. Et dans le cas du Canada, ça veut dire qu'il faut se préparer. À l'un comme à l'autre, je suis d'accord avec ce que dit Raymond, qu'il y a une longue tradition protectionniste chez les démocrates à cause de leur lien avec le monde syndical. Et il ne faut pas s'attendre que ça va être nécessairement une partie de plaisir si c'est Mme Harris qui obtient la présidence en matière commerciale, où on risque de voir des gestes protectionnistes. Donc, dans quel domaine? Le bois d'œuvre, l'automobile, l'agriculture, les protéines de lait, et la problématique de l'énergie électrique, de l'énergie hydroélectrique pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a des contrats importants d'exportation de notre hydroélectricité. Et dans la mesure où on regarde ce que nous dit le président d'Hydro-Québec, M. Saint-Bias, qui a vu neiger un peu comme sous-ministre des Finances du Canada, il nous dit, si on veut faire la transition électrique, il va nous manquer beaucoup d'électricité. S'il nous manque beaucoup d'électricité, ça va peut-être préoccuper un certain nombre d'États américains qui comptent sur notre hydroélectricité, puisqu'on a des contrats qu'on répète depuis maintenant plus de 30 ans, 40 ans avec eux. Et ils ont été appelés en matière énergétique à considérer que le marché intérieur en matière énergétique, pour les États-Unis, le marché domestique, ça comprend le Canada. En tout cas, en matière de politique énergétique reliée au pétrole, oui, ils ont toujours pris pour acquis que le pétrole canadien faisait presque partie de l'économie domestique américaine.
Et ils sont peut-être un peu beaucoup habitués à l'hydroélectricité, l'énergie propre que nous avons, comme étant chez eux. Il faut donc se préparer. Et parmi les choses, je crois qu'il faut faire, il faut s'attendre à ce qu'en matière d'immigration, si c'est M. Trump et qui décide de faire son vaste programme d'expulsion des illégaux, qu'un certain nombre d'entre eux soient tentés par aller au nord plutôt que retourner au sud. Il faut s'attendre à ce que l'ouverture, la réévaluation de l'accord de libre-échange en 2026 donne lieu à plus qu'aux ajustements, même si la formule qui a été adoptée en fin de négociation, c'était que 2026, c'était une formule où on évaluerait les mécanismes, comment vont les choses, mais voilà une porte ouverte, si c'est M. Trump, pour décider de renégocier ce qu'il a négocié et qu'il a vanté comme étant le plus bel accord au monde, mais il sera sensible au fromage du Wisconsin, aux protéines de lait venant du monde agricole américain, et peut-être que la vraie protection du Canada là-dedans, c'est la législation qui a été proposée à Ottawa et qui est maintenant devant le Sénat et qui a été adoptée par la Chambre des communes, qui est d'interdire qu'un négociateur canadien puisse toucher à la gestion de l'offre en matière commerciale avec d'autres pays. Je connais des milieux qui se scandalisent de cette législation et qui pensent que ce serait une catastrophe. Mais dans le fond, le Canada ferait en matière de protection de l'offre ce que font les Américains dans beaucoup de législations, où le Sénat, qui doit adopter les traités aux 2/3 de ses représentants, ou la Chambre des représentants qui peut donner un mandat large pour la négociation commerciale en définissant les grands paramètres qui doivent être respectés. C'est ce que font les Américains. Les Américains adoptent certaines législations qui mettent les négociateurs commerciaux dans une position où ils doivent dire « Moi, je suis obligé de m'en remettre à la législation. Je ne peux même pas discuter de ce sujet. » Si on est conscient que la gestion de l'offre au Québec, c'est un mode de transfert de richesse dans la ruralité, on le fait par une protection aux frontières au lieu de le faire par des subventions comme le font les Européens et les Américains. C'est peut-être une bonne chose que cette législation soit adoptée, puisqu'elle mettra à l'abri, parce que ce sera une législation, tout négociateur canadien de devoir transiger sur ce régime qui a été choisi par le Québec, même s'il ne fait pas l'affaire de tout le monde. Je conclus en disant que, à mon avis, se préparer au lendemain en matière commerciale, du moins se préparer à des approches protectionnistes du côté américain, c'est d'abord et avant tout d'élaborer des demandes agressives, offensives sur le marché américain, puisqu'une négociation se fait toujours dans un échange d'intérêts offensifs et d'intérêts défensifs, plutôt que de se cantonner dans une position purement défensive, ce qui est traditionnellement ce qu'on a tendance à faire. Voilà, mais... Merci, Pierre-Marc Johnson. Une relation complexe, si on pense à une relation bilatérale classique, on passe par l'ambassade, c'est le ministre des Affaires étrangères. Quand c'est le Canada, tout le monde a un interlocuteur. Et en plus de ça, il y a plus de 300 traités, vous avez dit? Des fondations, des pundits, il y a tout un attirail qui fait en sorte que personne n'a le monopole pour discuter de cette relation-là et ça la rend à la fois plus forte, cette relation, mais beaucoup plus complexe. Ensuite, 2 candidats, dont un extrêmement imprévisible, dont on essaye de comprendre l'idéologie.
Mais lorsqu'on se met à lire ce qui est sorti de la Heritage Foundation, ça nous inquiète. J'ai vu après le dernier débat, d'ailleurs, que les références au plan 2025 avaient été identifiées comme de la désinformation, sachant que Trump ne s'est pas réclamé de manière publique de cette plateforme 2025. Je pense qu'il y a des questions qui se posent. Je pense que, à savoir, ça peut être plutôt stratégique de la laisser exister sans se réclamer de cette plateforme. Je sors un peu de mon rôle de directrice du Cerium. J'étais employée politique quand Trump s'est fait élire. J'étais là tous les matins lorsque Chrystia Freeland était assis sur les marches pour avoir ses rencontres avec Lighthizer. J'ai moi-même eu moult soupers avec beaucoup de gens dans l'entourage de Trump pour essayer de faire débloquer certaines choses. Il n'y avait rien de facile sous la dernière présidence de Trump, mais il y avait un certain entourage qu'on pensait ouvert à la discussion avec le Canada. On essayait de parler avec des gens qui ne sont pas idéologiquement proches du Parti libéral du Canada ou même du gouvernement canadien dans tous les partis politiques qui existent. Mais il faut parler à quelqu'un quand même parce que c'est notre économie qui en dépend. Maintenant, qui serait cet entourage? Sachant que c'était déjà éclectique et déjà désordonné, on ne sait pas s'il y aurait des gens avec qui on pourrait même avoir des conversations. Ça, c'est ce qui m'inquiète davantage. Et finalement, le Buy American qui a été lancé sous Trump et resté sous Biden, restera sous Harris. On essaie de les convaincre que c'est du Buy North American, mais si on les convainc trop, on peut être porté à penser que les ressources du Canada sont les ressources des Américains. Il y a aussi une espèce de glissement rhétorique auquel il faut faire attention là-dedans. Mais on n'est plus dans une ère, après la COVID, d'ouverture aux marchés internationaux, aux États-Unis ou ailleurs. Et ça, c'est la donne à laquelle on doit faire face. Mais maintenant, je donne la parole à Louise Blais. Merci beaucoup, Laurence. Tout d'abord, quelle chance le Cerium a de t'avoir à sa tête, franchement. Pour moi aussi, t'avoir vu opérer de ta période politique, vraiment, c'est un plaisir pour moi de partager cette estrade avec toi et avec mon mentor, un de mes grands mentors. Moi, je suis allée à l'école de Raymond Chrétien en diplomatie. Ça a été mon premier poste. Il était mon ambassadeur et j'ai beaucoup étudié ses méthodes et beaucoup appris de lui. Et ça a aidé à façonner ma carrière, en fait. On est toujours resté en contact et j'apprécie beaucoup son soutien et ses mots aujourd'hui. Et bien sûr, d'être sur cette scène avec le premier ministre, Pierre-Marc Johnson. C'est vraiment un honneur. Alors, beaucoup a été dit. Je ne vais pas répéter. Je suis en entière violente, que je peux dire, violent accord avec tout ce qui a été dit. Mais peut-être je vais rajouter, je vais faire un peu un complément d'idées. D'après moi, ce que j'ai vu, moi j'ai été quand même en poste dans le sud des États-Unis, en MAGA Land, si on peut dire. J'étais là en 2016 lorsque Trump est arrivé de nulle part pour prendre à l'assaut le Parti républicain à l'époque. J'ai encore des contacts très, très proches. Je m'entretiens régulièrement avec des membres du Congrès et des sénateurs qui sont devenus des amis, un peu des deux côtés de la Chambre. Et là, je vais essayer peut-être d'apporter un peu de lumière sur ce qui a vraiment déjà été dit. Premièrement, on peut se questionner aujourd'hui sur le soutien indéfaillible que Trump a encore. Hein. Si on regarde un peu, son soutien n'a pas beaucoup bougé. Harris est venue en chercher lorsqu'elle a pris la nomination, elle est venue chercher dans la marge, mais elle n'a pas beaucoup mangé du soutien que l'ancien président a. Pourquoi? Pourquoi cet homme qui choque avec des commentaires tellement rocambolesques, avec des agissements tellement hors normes, qu'ils soient criminels ou non criminels, on peut vraiment se poser cette question-là. Et moi, pour avoir vraiment transigé et parlé à des gens raisonnables qui vont encore voter pour lui, je peux vous dire que la raison pour laquelle ils vont voter pour lui, c'est qu'ils ne prennent au sérieux, mais pas au mot. Alors, ils ont décidé, il y a un pacte qui se fait dans une bonne partie des Américains qui se disent « Oui, il est ridicule, oui, il n'a pas de code d'éthique, oui, il y a certains dangers, mais on était mieux. » Quand il a été président, c'était pas la fin du monde. Il a quand même réussi à bien gérer l'économie. Il y a eu la pandémie.
c'était pas de sa faute. Il a fait ce qu'il a pu. C'était quand même sous lui qu'on a eu Opération Warp Speed pour le développement du vaccin. Donc, vraiment, ceux qui vont voter pour lui, ils votent un peu en se fermant les yeux, en fait. Ils se disent, oui, on n'aime pas l'homme, mais on pense que le Parti républicain est mieux équipé pour la gestion de l'économie. Et ce qu'on dit aussi, c'est qu'il rassure. Sous moi, ces guerres-là lointaines, il n'y en avait pas. Je vais calmer le jeu, je vais négocier avec le président Poutine. Il y a un certain... Je ne pense pas que tout le monde croit qu'il est hyper puissant à ce point, mais il y a un sentiment non exprimé de sécurité avec lui. Nous, on est ici au Canada, puis on voit le contraire. On voit le chaos, on voit le problème. Mais il faut quand même se résilier au fait que presque la majorité, ou en fait la moitié des Américains, ont fait un genre de pacte avec je ne veux pas dire le diable, mais dans leur tête, pour avoir en échange peut-être un peu plus d'argent dans leur portefeuille. C'est ce qu'ils pensent. Alors, c'est de là un peu que ça vient. Moi, quand je parle à plusieurs républicains qui n'aiment pas le personnage, mais qui comprennent sa force, comprennent qu'il est une puissance complètement incontournable, sont prêts eux aussi à transiger en échange d'avoir le pouvoir. Et ces républicains-là, que moi j'ai beaucoup côtoyés, puis c'est là un peu un message que je veux ajouter à ce qu'on a entendu, ce qui a été très bien dit, le protectionnisme, il existe des deux côtés. Il existait beaucoup moins avant du côté républicain. C'est une montée qui s'est produite en réaction à la Chine, surtout. Et aujourd'hui, les Américains ne font pas la différence entre le Canada et la Chine, dans le sens que quand on parle d'une taxe universelle, c'est parce qu'il faut protéger les Américains en général. Donc, on a un travail à faire, puis je vais revenir sur les choses qu'on peut faire pour le Canada, mais il reste quand même qu'il y a, en quelque part, quand on parle, et Laurence, tu faisais état de ça, quel va être l'entourage d'un président Trump s'il devait être réélu, c'est vrai que c'est inquiétant, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un Congrès, il y a un Sénat, et il y a beaucoup d'adultes dans ces chambres-là. Il y a des partis, il y a des factions polarisantes qui prennent beaucoup d'attention puis qui ont beaucoup tiré le Parti républicain dans une direction, surtout au Congrès. Mais si on regarde la gestion de Speaker Johnson, elle est beaucoup moins extrême qu'on aurait pu l'imaginer avant qu'il vienne au pouvoir. Alors, il y a vraiment, quand on regarde le Parti républicain, un très fort nombre de républicains qui n'adhèrent pas à l'extrémisme qui est tellement couvert dans les médias. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens raisonnables en Chambre, mais il faut savoir leur parler, développer les relations, et je vais venir à ça dans quelques moments. Du côté démocrate, je pense que Kamala Harris est l'héritière du bilan Biden, est l'héritière de son parti démocratique. Et ce qu'on a vu pendant la présidence Biden, c'est quand je suis retournée en poste à Atlanta, c'est qu'on a vu un agenda ambitieux, législatif, énorme, sans précédent presque, depuis le New Deal, et avec 200 pages de Buy America, des provisions Buy America dans le plan Build Back Better, le premier projet de loi qui était sur les infrastructures, qui a bloqué toutes les compagnies canadiennes, soit de l'acier, ciment, quoi que ce soit, de pouvoir faire partie de ce grand programme. Et c'est un peu surprenant parce qu'ils n'ont pas assez de matériaux et de main-d'œuvre aux États-Unis pour mettre de l'avant tous les chantiers que ce plan-là avait. Mais bon, mais ce qui m'a beaucoup surpris, et là, c'est là que je fais la différence un peu, c'est l'ambition de ce programme et le manque de consultation et le manque d'ouverture pour qu'on puisse discuter. Dans notre temps, je me souviens, Raymond, on pouvait aller en chambre. Des fois, on pouvait changer des mots sur des projets de loi avec les Américains. C'est surprenant. Oui, les Américains ne pourraient jamais faire ça au Canada.
Ça serait vu comme l'ingérence. Moi, sous votre leadership, je suis allée dans le bureau de sénateur Moynihan changer une phrase qui était problématique pour nous parce que ça allait empêcher des feuilles, parce qu'il y avait c'est une longue histoire, là, mais c'était par rapport aux communautés autochtones et la possibilité de pouvoir avoir leurs effets sacrés pour leur cérémonie. Une fois par année, il fallait que ça passe les frontières. Puis bon, il y avait des bald eagle, des plumes de bald eagle, ça posait problème. Puis alors, il a dit, ben oui, on ne voulait pas faire ça comme ça, bien entendu. Vous pouvez... Alors, j'étais rentrée. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et on s'est retrouvé avec un hyper gros, il y en a eu plusieurs, projets de loi qui n'ont eu aucun amendement possible. C'est rentré comme une lettre à la poste parce qu'ils avaient la majorité. Schumer a fait passer ça et Pelosi à l'époque. Et sans même, on avait beau cogner à la porte et leur dire écoutez, on n'avait pas. La seule concession qu'on a réussi à avoir, c'est sur les véhicules électriques, vous assurer que les composants canadiennes seraient couvertes par le crédit d'impôt. Alors, c'est une belle petite victoire. On peut s'en féliciter, mais le reste, l'impact de cette politique industrielle américaine sur le Canada a été énorme et depuis, il faut concilier avec. Alors, et il ne faut pas oublier que le président Biden, la première chose qu'il a fait, le premier jour, il a fait son assermentation, il est rentré à la Maison-Blanche, puis avant d'aller au bal, bien, il a signé l'annulation de la pipeline KXL. Pipeline que président Trump avait assuré la pérennité. Bon, alors, moi, nous, les Canadiens, on ne doit pas je pense, s'exprimer, faire un choix public, surtout pas les élus. Mais je veux juste un peu équilibrer un peu la perception qu'on peut avoir ici. Je pense qu'on a une montagne à escalader, peu importe le résultat. On n'est pas pris en considération, on n'est pas consulté, et souvent, les dommages sont collatéraux de notre côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais terminer là-dessus, puis je vais juste lancer quelques pistes, puis après, on peut simplement avoir une conversation. Pour ajouter un peu ce qui a déjà été dit, faire la diplomatie canadienne aux États-Unis, c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas attendre l'année d'une élection pour mobiliser les contacts. C'est tous les jours, c'est aller sur la colline, leur colline, et travailler dans leur comté, travailler avec il y en a beaucoup des représentants, là, c'est 300 plus, mais c'est comprendre leurs enjeux, comprendre leur politique, travailler en partenariat avec le secteur des affaires, parce qu'on a beaucoup d'entreprises canadiennes qui ont des investissements, et ça marche très bien pour les représentants, un peu moins pour les sénateurs, parce que c'est l'État au complet. Mais moi, j'ai eu vraiment des très bons résultats d'arriver rencontrer des congressmen et congresswomen, des membres du Congrès, avec moi une entreprise ou représentant d'un investissement important dans leur comté pour parler un peu de l'impact de tel projet ou telle chose. Et ça a beaucoup d'impact. Ils comprennent, ils peuvent. Je pense que quand on a la chance, il faut juste toujours le faire et le faire de manière, justement, comme il est très bien dit, de manière non partisane et équilibrée d'un part et d'autre. Il ne faut pas avoir de préféré, il ne faut pas se sentir plus à l'aise avec un que l'autre. Et peu importe qui. Et c'est là le rôle de la diplomatie. Parce que, et là, j'en viens peut-être avec une petite critique, c'est bien beau avoir un ministre ou des ministres qui se promènent à travers les États-Unis, mais ce n'est pas une visite à un gouverneur une fois qui fait une différence. C'est les relations continues. Et l'effort est énorme, mais nos ministres au Canada, ils ont leur portefeuille à gérer. Il faut qu'ils soient en chambre et ils ont aussi leur circonscription. Alors, ce n'est pas réaliste, un pays aussi grand comme les États-Unis, qu'on peut avoir une force de frappe avec nos ministres qui vont faire le tour. C'est pour ça qu'on a des ambassadeurs, qu'on a des consuls généraux qui sont là sur place, qui vont aux parties de football, qui vont aux fêtes des enfants de certains élus, qui sont là régulièrement et qui sont, par leur fonction, neutres. Les diplomates, on sert les deux. On a des nominations politiques, bien entendu, mais on sert le pouvoir et on a une certaine impartialité. Donc, quand un républicain parle à un diplomate ou un démocrate parle à un diplomate, il parle à une personne politique
qui est neutre et qui peut vraiment assouplir, adapter les messages provenant de la centrale. On l'a vu à l'ONU, c'est pareil. On reçoit un message d'Ottawa. Bien, nous, comme diplomates, il faut moduler comment on va le véhiculer parce qu'il est écrit pour un public canadien. Alors, il faut réussir en privé de prendre ce message-là, le moduler. Et on a eu par le passé vraiment des très, très grands diplomates comme Raymond Chrétien qui ont réussi à faire ce travail d'adaptation du message et faire passer les choses. Et surtout, comme vous me l'avez toujours dit, d'écouter ce qu'on nous dit, puis de le rapporter à Ottawa ou à Québec et leur dire, écoutez, il faut peut-être qu'on s'ajuste là parce que ça ne va pas passer. Alors, l'importance de la diplomatie, c'est plus que jamais. J'avais d'autres choses, là, mais là, j'ai parlé beaucoup. Je vais juste mettre d'autres petites choses. Je vais revenir en terminant. Dans cette relation-là, dans les dangers, que vous avez tellement bien évoqué avec CUSMA, il faut garder les yeux sur le Mexique. Vous avez été ambassadeur là, hein? Vous connaissez très bien le Mexique. Le Mexique, on est ensemble avec eux dans cet accord, donc leur soubresaut nous affecte. Aujourd'hui, moi, je suis à la fois optimiste et un peu inquiète du froid diplomatique entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, qui est survenu à suite aux réformes judiciaires et aussi à la perception des Américains, et je pense que vous l'avez un peu évoqué, de l'entrée de la Chine dans notre entente par la porte mexicaine. Et ça inquiète beaucoup. Alors, je pense que ça, il faut regarder. On va avoir des choix à faire, nous, le Canada, sur comment on va gérer cette relation trilatérale dans le contexte de renégociation, malheureusement, possible. Alors, je pense que ça, c'est un point d'interrogation. On peut en parler si ça vous intéresse. J'ai des idées là-dessus, mais c'est un sujet un peu connexe. Alors, je vais m'arrêter là parce je pense qu'on a vraiment mis plusieurs éléments. Moi, j'ai mis un peu mes notes de côté parce que vous aviez un peu tout couvert, mais je voulais juste rajouter un petit peu des éléments plus de ma perspective. Alors, merci. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Merci, Louise Blais. Donc, ayant connu le sud des États-Unis de près, vous nous expliquez que les supporters de Trump tolèrent ce chaos médiatique car ils se sentent davantage en sécurité et trouvent que le Parti républicain a plus de chances de gagner sous Trump et qu'ils se sentent davantage en sécurité lorsqu'il y a une présidence républicaine. Ensuite, vous nous rappelez que le système américain a beaucoup de checks and balances, a beaucoup d'institutions au-delà de la présidence et finalement, l'importance de la diplomatie de longue haleine, des représentants par des diplomates neutres. Notre ambassadrice Hillman, elle est diplomate de carrière. C'est pas toujours le cas dans les grands postes. En fait, c'est plutôt l'exception de la règle. Bon, pour les Américains, toujours, pour le Canada, parfois. Et finalement, ces accords commerciaux trilatéraux sont devenus négociés en bilatéral. C'est-à-dire que les tensions maintenant, d'abord entre le Canada et le Mexique sur des questions de visa, surtout parce que le Canada avait levé les visas pour le Mexique et les a réimposés, entre autres, par des pressions américaines, cause une tension diplomatique importante qui donne l'avantage qui est déjà là, économique, des Américains dans la renégociation, dans l'ouverture du nouvel ALENA, parce que c'est beaucoup plus facile à prononcer pour moi. Mais on manque peut-être une opportunité de négocier à 3 ou de négocier à 2 avec le Mexique dans cette situation-là qui est plutôt tendue. J'aimerais maintenant donner le droit de réplique aux panélistes, à savoir est-ce que vous auriez des commentaires ou des choses que vous aimeriez rajouter sur les commentaires, sur qu'est-ce qui a été dit par vos collègues? Moi, j'en ai, mais Allez-y. Pierre-Marc. Vas-y. Oui, quelques commentaires. D'abord, Louise a terminé en parlant du Mexique. Je suis content qu'elle l'ait mentionné. Il y a 40 ans, j'étais ambassadeur du Canada au Mexique, donc j'ai bien connu ce pays-là. C'était au moment où le Mexique pensait se joindre à l'Amérique du Nord, à l'ALENA, qui était à ce moment-là négociée entre le Canada et les États-Unis. Ils l'ont fait. Donc, c'était un changement majeur dans la géopolitique de l'Amérique du Nord. Pour la première fois, le Mexique est passé de pays du Sud
vers un pays du Nord. Le Mexique, maintenant, fait partie intégrante de l'Amérique du Nord. Ils ont maintenant 40 consulats aux États-Unis, le Canada en a 11. Le Mexique est devenu, pour les Américains, un pays plus important que le Canada à cause notamment de leurs énormes problèmes à leur frontière sud. Mais il ne faut pas sous-estimer effectivement le Mexique, qui aura l'une des 10 principales économies du monde d'ici quelques années, un pays culturellement riche, avec lequel on a beaucoup d'affinités, mais avec lequel on aura de plus en plus de problèmes à cause de l'immigration. Team Canada, Louise a parlé d'un effort constant, que ce n'est pas suffisant d'avoir quelques ministres qui se promènent pendant la période électorale. Non, je pense qu'il faut que ce soit un effort constant, permanent, mettre sur pied une équipe Canada à long terme, pas seulement de façon ad hoc pour les élections. Une équipe qui pourrait comprendre, par exemple, je ne sais pas, des hommes d'affaires importants, des politiciens importants, mais aussi des académiques très importants, des relations entre les universités extrêmement importantes. On a baissé beaucoup les budgets pour ce qui est des études canadiennes aux États-Unis, a renforcé notre présence dans les grands think tanks américains, embarquer des hommes d'affaires, des sportifs, etc., pour que ça soit constant. Les Mexicains le font beaucoup mieux que nous. Maintenant, j'aimerais revenir sur un autre point, ce que j'appelle, moi, l'exercice du pouvoir à Washington. J'ai été ambassadeur un peu partout dans le monde, mais jamais je n'ai senti autant l'exercice du pouvoir difficile à Washington. Pourquoi? Pour la raison suivante. Les Américains sont puissants, ils le savent, ils acceptent peu de compromis pour la défense de leurs intérêts. Donc, il faut toujours être extrêmement bien préparé avec eux. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Lors d'une négociation, le Canada arrive toujours très bien préparé avec une équipe de spécialistes en politique commerciale. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des étudiants qui sont intéressés à faire de la diplomatie, la filière de la politique commerciale est une filière qui mène très souvent au sommet de la diplomatie canadienne. Alors, les Américains sont puissants et puis ils nous le font sentir. Alors, il faut dans une négociation avec eux, non seulement penser à nos intérêts, mais penser à leurs intérêts et voir comment on peut peut-être les aider dans certains dossiers, ce qu'on appelle des dossiers de guerre et de paix, comme par exemple ces jours-ci au Moyen-Orient ou dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il faut leur apporter ce qu'on appelle plus de valeur ajoutée. Et si on réussit à le faire, ça devient plus facile par la suite à négocier des problèmes de nature commerciale. Il faut créer une atmosphère où ils se sentent appuyés par nous. Et malheureusement, ça, j'aime pas le dire, mais le Canada, depuis quelques décennies, n'est plus en mesure d'intervenir autant que par le passé. On a perdu notre course au Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on a mis à toute pratique l'Afrique de côté, alors que d'autres pays y sont entrés. On a perdu, on n'a pas été considéré pour faire partie de cette nouvelle alliance dans le sud-est asiatique là, entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie, pour ce qui est des sous-marins nucléaires, ça, exclu de ça. Donc, le Canada n'est plus perçu de façon aussi crédible que par le passé. Alors, encore une fois, c'est un commentaire non partisan, parce que ça a commencé il y a un bon moment. Alors ça, c'est... Et aussi, rappeler que pour eux, bon, ils ne pensent pas au Canada tous les matins en se levant. Je veux dire, le président américain, il y a 195 pays de la planète qui causent des problèmes. Alors, ils ne pensent pas très souvent au Canada. Il faut vraiment faire un effort pour toujours, sans arrêt, je ne dirais pas les harceler, mais il ne faut jamais oublier qu'avec eux, c'est le pouvoir, le vrai pouvoir. Ils sont puissants, ils le savent, puis il faut toujours se battre avec eux. Merci. Pierre-Marc, Louise? Je suis d'accord avec ce que j'ai entendu ici ce matin. Et je pense qu'il y a une fenêtre qui a été ouverte à la fois par Raymond et Louise. Peut-être la politique canadienne n'a pas été assez vigoureuse depuis longtemps. Peut-être qu'on a été un peu trop passif. On est toujours les gentilles personnes dans les négociations internationales. Et ce n'est pas un langage qui est le langage américain en diplomatie. Il est évident que quand plus de 30 % de notre PIB est relié aux exportations et que près de 80 % de ces exportations se font auprès des États-Unis, qu'il faut savoir être gentil. Ça, c'est sûr. Mais quand un enjeu survient,
il faut être conscient que l'approche américaine n'est pas celle de la gentillesse. On est dur, on est solide, on est clair sur les objectifs, et c'est toujours l'intérêt américain qui domine le discours. Donc, il ne faut pas être en situation où on est tout le temps sur la défensive. Et être sur l'offensive, pour moi, c'est de faire et d'utiliser un langage qu'ils comprennent très bien et auquel ils sont habitués. Et ce langage-là, c'est celui de faire la liste des trucs qui nous ennuient dans ce qu'il faut. Et de dire, ben nous, on aimerait que vous changiez telle chose. Et je le dis encore une fois, les négociations, traditionnellement, et les Américains là-dessus, sont très traditionnelles. C'est un donnant-donnant de part et d'autre à partir d'enjeux offensifs qu'on doit avoir et d'enjeux défensifs qu'on veut défendre contre leurs enjeux offensifs. Mais si on ne définit pas suffisamment d'enjeux offensifs, on en est réduit à défendre un petit carteron. Et probablement qu'au moment de la révision 2026, dans la mesure où on n'est pas aux prises avec des enjeux de sécurité nationale partout à travers le monde pour les Américains et pour nous, dans la révision de 2026, il faut avoir fait une liste importante d'irritants pour nous dans la politique commerciale américaine. Et c'est comme ça qu'on va réussir à tirer notre épingle du jeu et à sauver un certain nombre de choses qui nous sont importantes. Parce que ne bougeant pas sur certains des irritants qu'on voit du côté américain, on pourra dire, ben nous, on ne bouge pas du côté canadien. Ça se fait vraiment comme ça, tout en étant réaliste, on se comprend. Là. On est dans David et Goliath, là. Si on forme un enjeu, un carré de sable qui est, ben ça va être très dur, très bien, mais de temps en temps, il faut savoir exiger des choses pour pouvoir protéger d'autres. Ce serait mon conseil, moi, au gouvernement du Québec en ce moment, et à l'ensemble des provinces qui connaissent dans une situation nord-sud des enjeux qui sont variables d'un bout à l'autre du pays. Et je pense que le Canada central, que Ottawa devrait non seulement tenir compte de ces enjeux qui doivent être offensifs de la part de chacune des provinces, mais aussi de la part du Canada lui-même. Finalement, j'ajouterai que la participation, comme l'a dit Raymond et comme l'a dit Louise tout à l'heure, la participation d'acteurs de la société civile sont importants. Et pour les étudiants en relations internationales ou dans différentes dimensions du rapport Canada-États-Unis que vous êtes, je vous dirais, prenez le projet 2025, regardez avec un checklist ce qui est dans la plateforme du Parti républicain, parce qu'il y en a beaucoup de ce qui est dans 2025 qu'on retrouve dans ce qu'on appelle la plateforme, et ensuite, ce qu'en ferait éventuellement le Parti républicain, qu'il soit au pouvoir ou pas, sur le plan législatif et sur le plan des décisions de l'exécutif américain, si c'est M. Trump. Et on va trouver la nouvelle cohérence républicaine, je crois, à partir de Project 2025 du Heritage Foundation, dans la mesure où on ne sera pas strictement et purement dans une approche transactionnelle qui est celle que nous présente le candidat Trump, ancien président américain. Ensuite, je vais donner un court mot de la fin avant de clore à chacun de nos panélistes. Ma question que j'aimerais poser, et je ne voulais pas aller sur mon téléphone pour vérifier, mais si ma mémoire ne me fait pas défaut, une des publicités centrales à une de vos campagnes, par Mark Johnson,
Vous aviez un casque, ça avait rapport à l'hydroélectricité, à l'accès à l'hydroélectricité. Alors, j'ai cette image-là très, très forte dans ma tête de votre carrière politique. On a parlé du Green Deal, des nouvelles chaînes d'approvisionnement pour l'électrification des transports, qui est un plan canadien et américain. Ces politiques-là existent dans les deux pays. Et on a parlé des enjeux d'accès à l'énergie aux minéraux canadiens pour le marché américain, sachant qu'il y a beaucoup de pression en ce moment pour la capacité d'Hydro-Québec, mais de l'énergie à travers le Canada en général, et qu'il y a beaucoup de ces marchés-là, de la capacité qui est vendue aux États-Unis, que pendant la campagne, que c'est une question à savoir s'il fallait réduire la capacité aux États frontaliers, ça serait un enjeu qui aurait un effet néfaste sur la relation Canada-États-Unis, et que les gouvernements du Québec et du Canada, politiquement, sont fragiles. C'est-à-dire qu'il y aura certainement une campagne bientôt fédérale, et au Québec, on est en fin de cycle électoral. Comment se positionner sur les questions de sécurité énergétique et d'hydroélectricité si on est le Québec et le Canada, si on doit réduire, entre autres, la capacité qui est vendue aux États-Unis? Moi, je peux peut-être réagir. D'abord, il faut regarder c'est quoi les échéances de tous les contrats. Parce qu'on en a plusieurs avec les Américains. Prendre pour acquis que l'intelligence artificielle exige, c'est pas compliqué, la chaîne, c'est 3 choses, hein? Les puces, l'énergie puis l'eau qu'il faut pour faire tourner les ordinateurs qui font l'intelligence artificielle, et puis les matériaux de base que sont les terres rares. Dans le cas du Québec, on a, dans la région Torngat, dans le Grand Nord québécois, sur la frontière du Labrador, une des réserves de terres rares les plus importantes en dehors de Chine, puisque le gros des terres rares, il faut se le rappeler, sont en Chine. On ne peut pas faire les chips si on n'a pas les terres rares, puis on ne peut pas utiliser les chips si on n'a pas d'énergie. C'est une chaîne complexe et dans laquelle on a un lien fondamental avec les Américains. C'est important pour eux, autant que pour nous. C'est pas une carte à jouer de façon agressive. C'est une carte à jouer intelligemment que ces ressources que nous avons, qui sont 2 ressources essentielles pour le progrès de la transformation économique qui vient avec l'intelligence artificielle. Jouer la carte des matériaux, ça se fait avec du capital. Et ce capital-là, il peut être américain, sûrement. Prenons plus ou moins pour acquis que le capital d'origine de la Chine, sans être exclu du Canada, est moins bienvenu en général que le capital américain ou européen. Et peut-être plus axé sur les intérêts nord-américains plutôt que les intérêts de Chine. Deuxièmement, l'électricité proprement dite. Il va y avoir des développements importants qui vont se faire en hydroélectricité. Il va falloir trouver quelque part une entente entre le Québec et Terre-Neuve quant à ces ressources qui sont en fait au Labrador sur le plan de l'électricité et qui font partie du développement de l'hydroélectricité québécoise. Et Terre-Neuve n'a peut-être pas vraiment le choix, mais en même temps, Québec ne doit pas jouer une Québec qui est autre qu'intelligente dans ce dossier avec Terre-Neuve. Et finalement, les chips, proprement dites, je ne sais pas si on va se mettre à en fabriquer ici, peut-être que les conditions sismiques
ne nous le permettent pas, puisqu'il faut une hyper stabilité pour en fabriquer. Nous n'avons peut-être pas cette hyper stabilité sismique sur le territoire québécois. On a de temps en temps des secousses sismiques basses, mais néanmoins affectant la fabrication des chips. Et il faut avoir une certaine profondeur non seulement de vision, mais de connaissance dans ces secteurs-là pour être capable d'avoir une politique intelligente. Et je suis convaincu qu'au niveau canadien et québécois, il y a là une approche systématique à avoir dans notre relation avec les États-Unis et d'une façon qui soit une façon de bonne entente, intelligente, encore une fois. Ça passe en gros par l'Hydro-Québec et ça passe évidemment par l'exploration et surtout l'exploitation des matériaux qu'on trouve dans le Grand Nord québécois avec des défis gigantesques sur le plan du transport. J'allais vous donner un mot de la fin pour des dernières paroles brûlantes, mais j'ai l'impression que finalement, il faudra vous réinviter parce qu'il y a tellement d'autres choses à dire. Raymond Chrétien, Pierre-Marc Johnson, Louise Blais, merci beaucoup. Ce que je retiens de cette conférence, c'est un appel à l'ambition du Québec, du Canada, des diplomates, de redonner confiance et de redonner des moyens à nos diplomates, à nos représentants, mais aussi de faire valoir nos intérêts de manière ferme et même, pour reprendre les mots de Pierre-Marc Johnson, offensive. Et c'est comme ça qu'on arrivera à de bons résultats dans les négociations suite à des élections qui ne sont pas les nôtres. Merci beaucoup. Merci.